Quand on parle de musculation de façon générale, mais en particulier sur internet, deux noms reviennent perpétuellement. Michael Gundil et Frédéric Delavier. Enfin, c'est vrai uniquement dans le monde francophone et quand on parle de musculation à objectif bodybuilding. Mais ça reste quand même impressionnant, hein. J'ai déjà parlé du parcours des deux personnages dans ma vidéo précédente à ce sujet. Je t'inviterai donc à aller la voir si jamais c'est pas déjà fait. Car celle que tu es en train de regarder est la seconde d'un diptyque où je veux présenter une vision un peu différente du consensus habituel. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin en détail sur la méthode Delavier. Ce sont des ouvrages de musculation qui sont censés t'apporter de la connaissance en musculation. Merci, Perspicace Boy. Plus que ça même, en accord avec leur titre, ils te donnent un système complet de programmation. Attention, on parle bien évidemment de faire des programmes de musculation, hein, pas de l'informatique ou quoi que ce soit qui soit lié. Merci, Perspicace Boy. Mais aussi d'astuces et d'exercices pour progresser ad vitam aeternam. Plus le chiffre avance, plus l'ouvrage s'adresse à des pratiquants confirmés. Ainsi, si la méthode Delavier 1 pose les bases, la 2 permet d'avoir déjà une connaissance plus approfondie, et la 3 s'adresse aux pratiquants expérimentés. D'aucuns diraient même que c'est de l'optimisation. Et gâchons le suspense tout de suite, je pense effectivement que la méthode Delavier est la meilleure méthode de musculation qu'on ait en langue française. Je dirais même que ce sont très certainement de loin les meilleurs livres que tu peux te procurer à ce sujet. Si tu veux t'attaquer à la muscu de façon sérieuse, bien évidemment, et ce en partie grâce au dessin tout bonnement exceptionnel de Delavier, mais aussi au sens pragmatique de Gundil dans ses explications. Alors là, je vois les sceptiques habitués de ma chaîne en position genre quasi à la L dans Death Note. Et je les comprends, c'est étonnant de me voir aussi unilatéralement positif sur quelque chose. Bon allez, je vais vous faire plaisir, on va rentrer un peu plus dans le détail. Ça fait plaisir. Effectivement, je pense tous les mots de ce que je viens de dire. La méthode Delavier est la meilleure chose qui existe dans le monde francophone de la musculation en termes de série de livres. En même temps, la concurrence n'est pas super rude. En face, la seule opposition sérieuse qu'on a, c'est la méthode Lafay. Et même si elle est loin d'être aussi mauvaise que certains peuvent bien le prétendre, ça manque quand même cruellement de sources, et je parle en particulier du livre vert. C'est mon avis, ne me faites pas un procès. Et petit disclaimer, je n'ai pas lu Cybernetics. Si jamais, tu peux faire un petit don sur mon Utip, mon Tipeee ou n'importe quelle plateforme. Comme ça, tu m'offres la somme pour acheter Cybernetics et j'en fais une critique sur ma chaîne. Voilà, vous le saurez. Mais bref, la vraie question par rapport à la méthode Delavier, c'est faut-il pour autant s'en contenter? C'est là que le bas blesse pour moi. Peu importe à quel point un livre, une méthode, un influenceur peut être bon, il n'est jamais idéal de n'avoir qu'un seul son de cloche. Admettons que 95% de ce qui est dit dans la méthode Delavier est correct, ce qui serait énorme. Si tu ne te contentes que de ces deux auteurs, alors comment tu fais pour savoir où sont les 5% de faux? Ou même qu'il n'y a que 5% de faux dans ce que tu as lu. Il se peut que ces 5% ne soient pas très importants pour faire de la musculation. Mais il se peut aussi que ce soit des informations capitales et tu n'as aucun moyen de le savoir. Tu es devenu l'esclave de maîtres à penser. La seule façon que tu auras de vérifier s'ils disent des choses vraies, c'est la croyance que tu as en eux. Un peu comme la Bible et les curés au Moyen-Âge. Et le pouvoir de persuasion, ils l'ont. Rien que par le fait qu'ils ont vendu des tas de livres. Tout le monde dit que c'est bien, donc ils peuvent pas avoir tort. Si, tu me diras très certainement, oui, mais tu chipotes pour 5 malheureux pourcents, alors que c'est déjà excellent ce qu'ils font. Et oui, tu auras raison. Mais ça, c'est seulement une estimation optimiste qui ne tient pas compte d'une donnée capitale. Le temps. Un des problèmes majeurs que j'ai avec la méthode Delavier, c'est qu'il n'y a jamais de réactualisation. Le premier livre est sorti en 2009, le second en 2010 et le troisième en 2018. Mais on n'a jamais eu de tome 1 seconde édition par exemple. Je n'ai d'ailleurs jamais entendu ni Michael Gundil ni Frédéric Delavier dire d'une quelconque façon, même informelle, qu'ils se sont trompés sur un point ou un autre à un moment. Jamais. Alors à partir de là, il y a trois solutions. Soit je les ai manquées ces paroles et c'est fort probable, je suis pas absolument tous leurs faits et gestes et ils produisent beaucoup de contenu. Si quelqu'un me le signale, je le mettrai en commentaire épinglé de toute bonne foi. Donc va checker s'il te plaît. Soit ils ne sont pas humains et ne font pas d'erreurs comme tous les gens normaux. Oh mon Dieu, ce sont les dieux! Soit ils tiennent beaucoup plus à leur image qu'à la véracité de leurs propos. Et en fait, c'est absolument impossible qu'ils ne se soient pas trompés. Car Michael Gundil a utilisé les meilleures études scientifiques qui étaient disponibles sur le moment. Sauf que maintenant, la science évoluant,
certaines se sont retrouvées être erronées, ou au moins on ne peut pas fonder nos conclusions sur ces dernières. C'est le processus normal de la science, l'autocorrection, et c'est pour ça d'ailleurs que le scandale du Lancet n'en était pas vraiment un, puisque tout a été autocorrigé. Petit tacle gratuit comme ça. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que c'était un problème que Michael Gundil et Frédéric Delavier ne soient pas des scientifiques, et je le maintiens. Ce qui est censé définir un scientifique, c'est qu'il n'a pas de mal à actualiser ses problèmes, voire que ça lui tient à cœur parce que ce qu'il veut, c'est la vérité. Donc on a des méthodes qui vont, parce que les modifier serait revenir sur leur expertise de l'époque, devenir fatalement de moins en moins vraies au regard des connaissances actuelles. Autre souci, Gundil, car c'est lui qui est chargé de tout ce qui est recherche scientifique dans le duo, a des façons d'interpréter, disons au minimum douteuses. Il a l'air très sûr de lui dans tout ce qu'il dit dans ses livres, et pourtant quelquefois ça n'est pas justifié par grand chose de rationnel. Ce sont plutôt ses croyances qui, à mon avis, s'expriment. Et ça, ce serait ok s'il l'expliquait et qu'il ne faisait pas passer ça pour argent comptant. Là, ça rajoute encore au delta entre la connaissance scientifique et ce qui est rapporté dans les livres. Tu veux des exemples de ce delta? Tu me crois pas? Ok, en voici. Je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo, mais une des études phares utilisées pour dire prendre lourd en muscu, c'est prendre plus de muscles, elle est fondée sur quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est plus utilisé comme le standard de référence. En gros, on présupposait à l'époque qu'avoir des pics de synthèse musculaire très forts après une séance, c'était le prédicteur principal, d'avoir de l'hypertrophie à long terme. Et comment te dire que on n'en est pas super sûr. Une des choses que met en avant Gundil régulièrement, ce sont les Gravity Boots, pour sauver ta colonne vertébrale. En s'inversant régulièrement, on aiderait à la récupération. Manque de bol, les études ne disent pas ça. On voit un maigre avantage en s'exposant pendant de beaucoup plus longues périodes à l'inversion, et ce, sur des tables de kiné à pas plus de 60 degrés. J'aimerais faire un aparté parce que je suis vraiment passé très vite sur la question et je m'en rends compte au montage. La question du mal de dos est en réalité ultra complexe et elle ne peut pas se résumer à simplement de la compression ou de la décompression. Pour te donner un exemple, on sait que les hernies discales peuvent spontanément, sans aucune intervention, se résorber. Et ça, c'est vrai, plus l'hernie est grosse. Donc plus l'hernie est grosse, plus elle a de chances de se résorber sans aucune conséquence, plus elle est faible, moins c'est le cas. Il se peut très bien que, comme dans cette étude utilisée dans la méthode Delavier pour justifier leurs propos semble le montrer, ça puisse être utile dans certains cadres, certaines pathologies. Et on était bien sur de la table d'inversion et pas des Gravity Boots, qui, à ma connaissance, n'ont jamais démontré leur utilité. Le truc, c'est que c'est dur de pouvoir différencier ce qui est placebo de ce qui ne l'est pas avec la thérapie d'inversion. Tu peux pas mettre quelqu'un la tête en bas pour de faux. Donc si ça se trouve, tous ces bénéfices-là qu'on voit et qui sont dans le livre associés au fait que ça décompresse la colonne, c'est surtout relié à l'effet placebo. Parce que, par exemple, dans l'étude qui est utilisée pour dire que chaque millimètre gagné amènerait à moins de douleur, la corrélation, bien que statistiquement significative, est faible. Et je pense que si cette erreur est faite, c'est parce qu'on a longtemps pensé que la douleur était le symptôme d'une cause mécanique. Or, les visions les plus modernes et avancées de la douleur, c'est que c'est plutôt ta façon de recevoir et interpréter un stimulus. On a vu des personnes avec des formes de pathologie du dos qui semblaient sévères et n'avoir quasi aucune douleur. Et à l'inverse, des gens qui avaient des trucs bénins en apparence qui souffraient le martyre. En réalité, ce qu'on conseille plutôt, et je me fonde sur les recommandations d'un papier publié dans The Lancet, soit pas n'importe quel journal scientifique, de faire de l'exercice sous n'importe quelle forme. Je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi, mais certains pensent que c'est en rapport avec les endorphines et autres analgésiques naturels du corps que l'on sécrète lorsque l'on en fait, voire aussi parce qu'on a moins peur de faire des mouvements quand on apprend à les faire régulièrement. Enfin, je rajouterai 2 points. D'abord, on voit beaucoup plus de maux de dos quand une personne ne se sent pas bien, un peu comme l'indique ce super article sur le site de Harvard. Mais aussi, il ne faut pas oublier que nous parlons d'un contexte de personnes qui peuvent se blesser au sport. Et comme nous l'expliquions avec Cerveau Musclé dans la dernière vidéo, l'important pour ne pas se blesser, c'est la progressivité. En particulier sur une zone comme le bas du dos, qui peut beaucoup se reposer sur des structures passives lorsque tu soulèves lourd. Or, si c'est pas mauvais en soi, les structures passives, c'est un petit peu quitte ou double. Soit ça passe, soit ça casse. Il y a moins de zones de flou comme avec le muscle ou les tendons. Reprenons maintenant le cours de la vidéo. Toujours en parlant d'inversion, on perdrait de la force quand on met la tête vers le bas. Donc le développé décliné par exemple, ce serait pas génial. Problème ?
Ils se fondent sur des études faites sur des accidents de la route. Une inversion en voiture, c'est pas la même chose que contrôler dans une salle de sport. Autre petit aparté rapide pour décortiquer ce que j'explique. Si l'inversion était si problématique pour la force, j'ai du mal à croire que de telles prouesses en cirque, en calisthénique, au poids du corps, bref de façon générale, soient possibles. Il manque le problème principal, s'accoutumer à ces conditions. Attention, je ne dis pas que ces études n'ont pas été bien menées. Bien au contraire, elles ont été très bien menées pour la problématique de l'inversion rapide en hélicoptère ou en voiture. Juste pas pour la musculation. Même si tu es ultra fort au développé couché à la barre, si c'est la première fois que tu fais du développé couché halter, tu vas prendre moins lourd que ce que tu pourrais, et c'est normal. T'as un temps où tu t'habitues, car ton système nerveux doit apprendre à apprivoiser le nouveau mouvement. Et je vais te dire, si c'était vrai que s'inverser faisait considérablement perdre de la force, eh bien, pourquoi la majorité des gens ont plus de force en développé décliné qu'au développé couché classique? Passer évidemment un petit temps pour s'habituer. Et ça, je le rappelle, ce ne sont que 3 exemples parmi bien d'autres que j'aurais pu te citer. Je vais pas m'amuser à répertorier toutes les erreurs. Sauf peut-être si on me le demande fort, mais à ce moment-là, je ferai une espèce de live marathon. Ah tiens, les haters arrivent. Dès que je me mets à critiquer Gun Deal, je fais toujours face à une espèce de levée de bouclier énorme. Voici les réactions que je reçois le plus souvent. Tu veux le critiquer parce que tu veux te faire ta place au soleil. C'est en critiquant les plus grands qu'on se crédibilise. T'es un jaloux. Tu n'as pas le quart du tiers de son expérience ni de son physique, Sangoku. C'est fatigant, et je trouve ça aussi extrêmement étonnant en fait. Gun Deal est le premier à aller chercher des études scientifiques et à remettre en question ce qui se dit dans le monde du fitness de façon générale. Il est aussi le premier à dire qu'il faut lire les études complètement et rester critique par rapport à elles. En le défendant à corps et à cri, et en cherchant à ne surtout pas remettre en question ce qu'il vous raconte, vous faites exactement de lui ce qu'il prétend combattre. Un gourou. En fait, je dis ce qu'il prétend combattre parce que chez les autres, il aime pas ça du tout. Mais alors en revanche, dès que c'est chez lui, curieusement, il est beaucoup plus tolérant à l'erreur. Et encore si ça n'était que de la tolérance, on est tous naturellement plus indulgents envers nous-mêmes, car on a du mal à se voir négativement. Mais je le répète, je n'ai pas le souvenir de la remise en question de quoi que ce soit de son discours depuis que je le connais. Autre chose qui me dérange, il partage beaucoup de contenu sans source. Le nombre de schémas qu'il tronque d'études et qu'il met sur sa communauté YouTube est hallucinant. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est parce qu'il a envie de limiter au maximum la contradiction. Par exemple, quand il analyse des études complètes sur sa chaîne, il m'arrive régulièrement de ne pas être d'accord avec ses conclusions. Exemple, le petit déjeuner est le repas le plus important. Il y a un truc dans le jeûne qui m'a toujours paru contre-productif, c'est qu'ils te disent ce qu'il faut c'est pas manger trop le matin. Comme ça tu continues ton jeûne nocturne. Ça me paraît quand même. Moi, si j'avais à te dire un truc, c'est au contraire, lever le pied, ne pas manger trop le soir, et par contre, dès que tu te lèves, de manger. Il y a un dicton populaire, donc tu vois, c'est pas nouveau, qui dit le matin mange comme un roi. Donc ça veut dire, je te traduis, si tu as eu ton bac cette année, je te traduis. Mange beaucoup, à midi comme un prince, donc tu manges beaucoup, mais avec un peu plus de modération, et le soir comme un pauvre, ça veut dire que le soir, tu vas mollo. Là, on a une étude qui illustre, alors c'est pas révolutionnaire, on le savait déjà, c'est pas une révolutionnaire, mais ils illustrent bien le fait que de prendre ses protéines le matin, à apport protéique et à apport calorique égal pour des gens qui font de la muscu, tu progresses plus en prenant tes protéines le matin, c'est normal, ça fait partie du timing des protéines ou de la fenêtre d'opportunité. Tu liras l'étude, je vais pas te la... Mais ils arrivent quand même à mesurer des différences, donc en 12 semaines de muscu chez des hommes, une différence de prise de force entre HBR, c'est high breakfast, donc quand tu manges beaucoup de protéines, par rapport à low breakfast, quand tu manges peu de protéines, et toujours à apport sur 24 heures de protéines égales. Non, ce que montrait vraiment l'étude, c'est que pour la prise de muscle, répartir ces doses de protéines dans la journée, c'est mieux. Mais quand tu es en face de ça, tu veux répondre quoi? Aucune lecture critique n'est possible sans avoir toutes les infos. Bref, va falloir s'arrêter de dire « Gun Deal l'a dit » en tant que source fiable. C'est tout ce sur quoi je voulais insister et je sais que ça va faire mal à certains de l'admettre. Voire que je vais me faire descendre en commentaire pour avoir osé m'attaquer au saint patron du muscle, alors que je l'ai pas vraiment attaqué. Et qu'on soit clair là-dessus, Geek & Fit a dit ça, c'est pas non plus un bon argument. Je ne veux pas le remplacer. Je veux juste que vous soyez plus conscient de pourquoi vous vous mettez des convictions dans le crâne. Mais assez parlé de Gun Deal, il est l'heure de tirer les oreilles de Delavier. D'abord, avant toute chose,
tout ce que je viens de dire pour Gundil s'applique aussi à Delavier. Oui, il a des connaissances bien au-delà du commun des mortels. Oui, dans l'immense majorité des cas, ce qu'il dit a une bonne valeur. Mais il lui arrive de faire des erreurs ou de ne pas mettre à jour ses connaissances. Prenons l'exemple de la vidéo « La triplette de Delavier pour faire sortir les deltoïdes ». Il y préconise un exercice pour faire sortir les deltoïdes moyens, où l'on commencerait légèrement penché pour ne pas solliciter le supraépineux en priorité. C'est du moins ce qu'on peut extrapoler vis-à-vis de ça et de ce qu'il dit dans ses livres, qui aurait surtout un rôle de starter, de démarreur dans l'abduction du bras. Bon bah ça c'est effectivement ce qu'on pensait il y a un petit moment, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en réalité deltoïdes moyens comme supraépineux étaient actifs tout le long du mouvement, ce qui est normal au regard de leurs rôles qui sont différents. Le supraépineux sert aussi au centrage ou recentrage de la tête humérale par rapport à la glène, alors que le deltoïde, lui, va être moteur sur l'abduction. Ça n'est pas dramatique bien sûr, mais donner une recommandation pour limiter l'amplitude histoire de mieux faire bosser les deltoïdes moyens, bah ça sert à rien. Voire c'est contre-productif si on se met dans la logique que plus il y a d'amplitude, meilleure l'hypertrophie est. Tout ça pour dire quel famoso argument Delavier a dit ça pour clore un débat. Bah c'est pas un bon argument. Ou plutôt, ça n'engage que ceux qui croient en Delavier comme un être divin. Chose que je ne t'enjoins vraiment pas à faire, malgré ses propres délires quelquefois à la frange de la mégalomanie. D'ailleurs, la transition est toute trouvée pour la deuxième chose que j'ai à lui reprocher. Ou plutôt au personnage Delavier et sa cohorte d'adeptes. Ça n'est pas parce qu'il est très bon en dessin et en anatomie et en force qu'il faut automatiquement lui accorder du crédit ailleurs. Je parle de tout ce qu'il décide de faire en dehors de ses méthodes Delavier. Tout ce qu'il a fait sur Facebook, YouTube, Instagram. Je sais que ça va faire mal aux pseudo-fascistes de voir la culture de l'homme viril, fier et érudit s'écorner. Mais Delavier n'est ni assez humble ni assez scientifique pour être crédible sur tous les sujets qu'il choisit d'aborder. Pourquoi je mets en avant ce mot scientifique encore une fois? Parce qu'on en revient au même problème. As-tu vu ne serait-ce qu'une fois Delavier dire « je me suis trompé » sur n'importe quel sujet? Pourtant ça n'est pas par défaut de mémoire de sa part, parce que des « je vous l'avais bien dit » ça, il en est capable. Prenons un cas intéressant que j'ai fait vérifier lors d'un live avec la tronche en biais. Et si tu connais pas, fonce car c'est juste génial, ils font un taf de super qualité sur l'esprit critique. Celui qui a vérifié ça, c'est Thomas Durand, plus connu sous le nom de Acermandax sur internet. C'est un spécialiste de la biologie évolutive, en tout cas beaucoup plus que Delavier, parce qu'il a écrit des livres à ce sujet, qu'il est docteur dans ce domaine. Bref, Delavier prône dans son livre L'éveil des consciences que les cheveux blancs seraient un signe d'infertilité. Enfin non, je vais pas te résumer ça, je vais plutôt te laisser simplement écouter ce que Thomas a à en dire. Par exemple, les poils blancs des vieux. Les poils blancs, alors avec l'âge, nos poils blanchissent. Ce phénomène biologique de dégénérescence a de nombreux avantages évolutifs. Il permet d'indiquer dans nos relations sociales la fragilité physique et l'infertilité, mais aussi, chose fondamentale, le savoir accumulé par le vécu. On évite donc d'une façon inconsciente et culturelle de rechercher les vieux blanchis pour des fonctions qui ne peuvent plus tenir, tout en les recherchant prioritairement pour d'autres comme l'enseignement de la connaissance qu'ils ont accumulée, ce qui génère un gain de temps et d'énergie fondamental au bon fonctionnement du groupe. Et cette histoire, elle est parfaitement cohérente, elle a du sens, soit, mais il oublie qu'en fait, si c'était vrai, il suffirait de se teindre les cheveux en blanc pour avoir l'air intelligent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on se fie aux gens vieux, c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc, on se fie aux gens qui sont là depuis longtemps. C'est le paramètre important, c'est que les gens qui sont vieux, on a eu le temps de voir s'ils étaient compétents. D'ailleurs, on a des vieux cons, hein, ça arrive aussi. Donc, cette idée que le cheveu blanc serait un signal n'est pas une idée absurde, mais avant de la raconter comme ça exige de tester l'hypothèse. Et moi, j'ai plein d'autres hypothèses qui marchent au moins aussi bien pour dire pourquoi est-ce que les gens âgés, on se tourne vers eux. Il y a des civilisations chez lesquelles les vieux meurent et on n'en veut pas. Chez certains, enfin je oublie dans quel continent, mais voilà, c'est que les jeunes, et dès qu'on est un peu vieux et qu'on peut plus se déplacer, il faut mourir. Il y a des pays, au contraire, l'âge est très révéré pour plein de raisons, mais c'est sans doute pas lié, à ma connaissance, à la couleur des cheveux. Et encore là, ça peut sembler gros, et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir le faire vérifier à Thomas. Mais quand Delavier part dans des aphorismes philosophiques sur le Covid, l'intelligence, les médiums, et n'importe quoi qui lui passe par la tête, qui peut jouer les garde-fous? Encore un exemple, il te donne sa définition du sage, du génie, de l'érudit, qui n'est pas vrai. Il te dit qu'un génie, c'est quelqu'un qui est capable de créer des choses nouvelles, et pas de reproduire avec talent. Sauf que c'est pas vrai.
parce qu'en fait, on est incapable de créer ex nihilo. Pour te donner un exemple, est-ce que tu es capable de créer une nouvelle couleur? Est-ce que n'importe quel génie dans l'histoire de l'humanité a été capable de créer une couleur? Attention, hein, je dis pas créer une nouvelle nuance d'une couleur qu'on connaît déjà. Non, je te parle de créer une nouvelle couleur. Tu veux un autre exemple de non-rigueur? Regarde l'avis de Delavier sur les médiums. Pour lui, c'est totalement logique que ça existe. Est-ce qu'il appelle ça vraiment de la philosophie, ce qu'il fait? Mais en plus, il a une production folle et quelquefois sur des sujets qui font intervenir l'asymétrie de Brandolini. En gros, c'est beaucoup plus simple de dire un truc faux mais qui semble logique et vraisemblable que de dire quelque chose de vrai mais qui va demander longtemps à développer en face pour débunker la chose fausse. C'est une des raisons pour lesquelles il peut dire à peu près n'importe quoi sans être inquiété. Mais attention cependant, j'aimerais bien préciser quelque chose, je ne déteste pas du tout Delavier. En fait, bien loin de là. Et je dois pour cela mettre en avant ses qualités humaines. C'est une des rares personnes que je connaisse avec ce niveau de célébrité qui accepte les interviews, les sollicitations, qui va rendre service à tous ceux qui peut. Il ne se fonde pas sur le nom, mais sur ce qu'il voit des personnes. Anecdote personnelle, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, notamment au Fibo où nous avons pu discuter. Je lui ai parlé de ma chaîne et il est allé la voir le soir même. Je lui ai demandé des conseils en anatomie, il me les a donnés. On voit qu'il a une volonté profonde d'aider les gens. C'est probablement aussi pour ça qu'il a l'air de répondre aux messages privés. Et tous ces conseils, même s'ils ne sont pas pour moi tous recommandables, ont pour visée d'aider à améliorer le quotidien des gens et je pense sincèrement. Ce sont des sortes de guides qu'il aurait aimé lui avoir en tant que jeune homme. Ce qu'il faut retenir, c'est que je ne veux pas cracher sur Gundil ni Delavier. J'ai juste envie, au bout d'un moment, qu'on les fasse redescendre de leur piédestal et qu'on les traite pour ce qu'ils sont, des humains normaux, avec du génie pour certaines choses et des trucs pourris pour d'autres. Certains n'hésitent maintenant plus à se prétendre experts en musculation parce qu'ils ont été validés par eux. Delavier fait un carton immense en philo, n'hésitant pas à se qualifier lui-même comme le plus grand expert mondial sur la philosophie naturelle. Ou naturaliste, je sais plus. Alors que bon, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai de sincères doutes sur l'existence d'un tel classement sur ExpertGate. Au bout d'un moment, faut un petit peu remettre les pieds sur terre quoi. Et j'espère que tu retiendras le message principal de cette vidéo. Oui, la méthode Delavier est probablement la meilleure méthode de musculation en France, mais ça n'est ni suffisant, ni assez important pour qu'on fasse de ces auteurs des dieux vivants. Sur ce, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. C'est important, à aller me suivre sur Instagram si jamais tu as envie d'avoir du contenu un peu plus régulier et avec des trucs vrais, scientifiquement, j'essaye en tout cas. Tu peux aussi me suivre sur le Discord, enfin me suivre, c'est pas vrai, tu rejoins le Discord et on parle ensemble. Il y a Utip et Tipeee pour me laisser un petit don ou un autre truc, peut-être que je serai passé à un autre truc d'ici là, voilà, je ne sais pas quand sortira la vidéo. Et puis c'est tout, il me semble. Prends soin de toi et à la prochaine.